Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Épisode 301, on revient au premier épisode. C'est pas seulement un petit clin d'œil, premier épisode consacré au one-on-one, il y a un peu plus de 7 ans, mais aussi parce que j'ai eu une conversation très intéressante avec un participant à un cercle d'échange organisé par la Confédération suisse. Et on a beaucoup parlé de ce one-on-one, de qu'est-ce que ça voulait dire. Lui, il a une équipe de, 15 ou 20 personnes, et il me dit, bon, tout ça me paraît compliqué. Et puis ça m'a provoqué quelques questions, j'y réfléchis un peu. Et donc, je voulais consacrer cet épisode à savoir où est-ce qu'on en était, faire une espèce des états généraux du one-on-one. Et donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui et puis vers quoi est-ce qu'on se dirige. Le sujet du one-on-one est un sujet important. C'est un rituel managérial qui, quand je le présente, suscite des fois une adhésion presque fervente, presque un peu religieuse, et de l'autre côté, une méfiance qui est assez sincère. C'est pas une question, c'est parce que c'est pas pratique, c'est pas facile, enfin bon. Donc, pour rappeler les bases, le one-on-one, c'est que c'est assez simple. L'idée, c'est qu'on ne dirige pas une équipe dans le sens des ressources, on dirige des personnes, donc la relation avec ces personnes est super importante. Et puis, des relations, ça se structure dans la régularité. Donc, épisode 1, épisode 192 aussi, des bases, un one-on-one hebdomadaire de 30 minutes, première moitié ou 20 premières minutes pour la collaboratrice ou le collaborateur, un moment qui est formel, qui est individuel, et donc c'est un rituel au service du lien. Voilà. Pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, on est dans la psychologie sociale du travail. Mécanisme de sécurité qui est activé, puisqu'on a un espace qui est stable pour exprimer ses besoins, ses tensions, ses questions. On a un mécanisme de clarté, puisqu'on peut s'aligner, attente, priorité, lecture des signaux faibles pour la manager ou le manager, et puis activation du mécanisme de reconnaissance, puisque c'est un moment qui est réservé pour finalement affirmer la valeur de la personne. Je suis très occupé dans ma semaine, j'ai beaucoup de travail, mais je prends du temps pour toi. Bénéfice constaté, absolument récurrent, tout le temps, les gens qui ont essayé ne reviennent que très peu en arrière. Confiance accrue, meilleure autonomie, via délégation en particulier, gain de temps, parce que moins d'interruptions, motivation des collaborateurs, collaboratrices renforcée, facilité accrue de préparer les entretiens annuels, on est dans la saison, j'ai mes notes de mes 40 ou de mes 45 one-on-one, donc j'ai de quoi faire une évaluation puisqu'on me la demande, et voire même anticipation de certains risques RH, en particulier prévention des risques psychosociaux, etc., etc. Donc des bénéfices absolument constatés, ça fonctionne. En plus de ça, le one-on-one moderne s'inspire directement de travaux sur le Leader Member Exchange, le fameux LMX, qui est une dimension de la recherche en psychologie du travail, qui date déjà d'il y a moins de 30 d'années, si pas plus, de la Self-Determination Theory de Deci et Ryan, qui est une théorie de la motivation que je présente en formation, qui date de 1985, pour les premières versions de cette théorie de la motivation. On parle aussi de sécurité psychologique avec Amy Edmondson qui a écrit un de ses premiers papiers quand elle était à Harvard en 1999. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont relativement bien établies. Et puis alors, ma référence personnelle, c'est Manager Tools, qui est un podcast qui a commencé dans les années 2000, dans lesquels le one-on-one faisait partie de la base du management, de leur trinité du management, comme il disait, one-on-one, feedback et délégation, les trois mamelles du management. Donc, toutes ces approches convergent. La relation individuelle est le principal vecteur de performance individuelle et pour une partie collective. Alors ça, c'est tout ce qui marche. Et c'est la raison, tout ce que je viens de vous dire maintenant en 4 minutes, c'est la raison pour laquelle j'étais, on verra, un supporter inconditionnel du one-on-one. Dans une structure de management standard, habituelle, hiérarchique, le one-on-one est une nécessité absolue. Mais, faisons la critique et on essaie d'y aller sans dogme, en essayant de se dire quelles sont les limites finalement du one-on-one. Il y en a qui sont structurelles, il y en a qui sont psychologiques, il y en a qui sont organisationnelles, voyons lesquelles elles sont, il y en a 9, donc vous voyez, on a quand même des choses à dire.
Le rituel, c'est ChatGPT qui me l'a écrit comme ça, parce que je lui ai demandé de me résumer et puis de me trouver quelques infos. Un rituel conçu pour un monde managérial qui n'existe plus. Alors, c'est un peu du ChatGPT, puis c'est un peu mon style aussi, puisque je l'ai nourri à mon style. Mais bref, tout ça pour dire que ce rituel du one-on-one, c'est vrai qu'il est conçu dans un monde, vous avez entendu, on est à peu près entre la fin des années 90 et le début des années 2000. Donc, ce monde managérial n'existe plus. Donc, conçu pour des équipes petites, relativement stables, pas hybrides, tout le monde allait au bureau, moins saturé, en particulier moins saturé cognitivement, avec beaucoup moins de charge mentale qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on a quoi? Des équipes qui ont tendance à s'agrandir, avec un travail qui est devenu hybride, et puis alors une charge cognitive qui dépasse l'entendement. Donc, on voit que déjà, la situation initiale a changé. C'est-à-dire que la pratique établie pour un monde managérial des années 90, 30 ans plus tard, on n'y est plus. Deuxième critique, un format qui, c'est un des grands risques sur lequel on passe du temps en formation, c'est un format qui peut renforcer la verticalité. Puisque même dans une organisation qui se veut ouverte, bienveillante, etc., le one-on-one reste une relation asymétrique parce que mandatée par le ou la manager. Et donc, ça peut même recréer dans une organisation plate de la hiérarchie. En tout cas, ça va potentiellement renforcer la verticalité avec, par exemple, plus de contrôle. Alors que oui, le one-on-one, moi, quand je donne l'idée du one-on-one, c'est pas pour faire plus de contrôle. Oui, mais étant donné le manager, ce sera la troisième critique, on va arriver à des one-on-one qui sont absolument pas ceux qu'on doit avoir pour en avoir les bénéfices. Donc, troisième critique, un amplificateur du style du manager. Et ça, je l'avais pas vu. Ça veut dire que si vous avez un bon manager, vous avez vraiment un moment précieux, quelque chose qui marche bien, qui est valorisé par le manager ou la manager et le ou la collaborateur. Mais si vous avez un manager maladroit, c'est un moment qui devient hyper anxiogène. Si vous avez un manager toxique, c'est un moment qui devient... C'est un outil de domination, le one-on-one. C'est un outil de manipulation. Donc, c'est qu'un outil, le one-on-one. Alors, on en fait un rituel pour des questions ethnologiques, presque anthropologiques, mais c'est un outil. Un outil peut être bien ou mal utilisé. Et ça, c'est vrai que c'est une prise de conscience que je fais en préparant cet épisode pour vous, c'est de me dire, attention, ce n'est qu'un outil, et donc il peut être mal utilisé, et donc provoquer exactement le contraire de tous les bénéfices dont on a parlé juste avant. Quatrième objection, un rituel qui peut tourner à vide. Si l'intention n'est pas claire, si la préparation n'est pas présente, alors on peut avoir une espèce de conversation, de même pas, de blabla, flou, une routine qui devient un peu superficielle. Ça va, ouais, c'est un peu de la politesse, quoi. Mais on évite de parler des choses qui sont fondamentales pour le travail. Cinquième critique, risque d'infantilisation. Évidemment, parce que le one-on-one peut devenir un rituel de validation, où la personne vient valider avec son chef, et le chef sera tout content, ou la chef sera tout content de valider, puisque ça va renforcer cette notion d'autorité. Le collaborateur, la collaboratrice vient vers sa chef pour faire valider quelque chose, donc quelque part tout le monde est dans son rôle. Mais on vient de créer de la dépendance à ce niveau-là, et c'est pas ce qu'on cherche. Sixième critique, un coût cognitif élevé, en particulier pour la manager, en particulier dans les grandes équipes. Puisque chaque tête-à-tête demande vraiment une très bonne qualité d'écoute, une disponibilité émotionnelle élevée, et puis alors, la capacité à basculer d'un univers mental à l'autre. Si vous faites... Moi, je faisais mes one-on-one la même matinée. J'étais crevé à la fin de la matinée. Pourquoi ? Parce que je vais changer d'univers. D'abord, j'avais Joseph, après j'avais Joséphine, après j'avais Youssouf, après j'avais Giuseppe, et puis à la fin, je suis crevé parce que j'ai dû passer... les coachs ou les psys du travail ou les psys parmi vous, vous connaissez ça. Vous enchaînez les entretiens individuels les uns derrière les autres. C'est très, très demandant. Et donc, on peut imaginer que pour une équipe où il y a 7, 8, 9, 10 personnes, le coût cognitif devient très, très élevé. Donc, il s'ajoute à un coût cognitif qui est déjà très élevé par les temps qui courent. Septième critique, c'est un espace qui n'est pas naturellement équitable. Ça ne va pas de soi. Les extravertis dominent les one-on-one. Alors, c'est leur occasion de time to shine, de briller.
assez extraverti, donc je viens, je parle, je propose. Alors, le manager, il est personne géniale. Les anxieux surinvestissent. Donc chaque fois que j'ai le one-on-one avec l'anxieux du groupe ou l'anxieuse du groupe, c'est bon. Je sais que je vais passer un quart d'heure pénible, émotionnellement parlant. Et puis, alors, discret, eux, ils s'effacent. Mais pourtant, ça, c'est que la relation avec le manager ou la manager. Ça n'a rien à voir avec le travail effectivement effectué, pour le dire comme ça. Donc, en fait, le one-on-one reproduit les asymétries relationnelles, un peu comme l'école reproduit les asymétries sociales. Et d'ailleurs, c'est un effet qui est documenté en LMX, en Leader Member Exchange. C'est un effet qui est vraiment connu. Donc, c'est pas parce qu'on crée un espace que naturellement, il va être, habité de la même manière par tout le monde. 8e critique, et pas des moindres, ça peut être un frein possible de la dynamique collective. Parce que si tout passe par le manager, l'équipe va ralentir. Et les échanges entre collaborateurs, collaboratrices, potentiellement, peuvent s'appauvrir aussi. Donc en fait, le one-on-one devient presque une espèce de goulot d'étranglement, surtout s'il devient une chambre d'enregistrement ou de validation. Et en fait, 9e et dernière critique, dans certains contextes, le one-on-one est perçu comme intrusif, artificiel, menaçant en fonction des cultures, voire des cultures humaines, donc pas seulement culture d'organisation, mais en fonction des pays, le one-on-one est perçu comme potentiellement intrusif. Et on va se dire quoi ? Et j'ai terminé le deuxième bloc avec des gens du département fédéral des affaires étrangères, et ça, c'est quelque chose qui est revenu, en disant, mais moi, si je demande à mes gens de s'exprimer, ils vont me regarder en disant, mais tu cherches quoi ? Je veux dire, moi, je suis là pour bosser, et puis le reste ne m'intéresse pas trop. Salutations à vous, amis des DFAE, pour cette prise de conscience aussi en ce qui me concerne. Donc, si on conclut cette espèce d'antithèse du one-on-one, qu'est-ce qu'on a ? 1. Un rituel conçu pour un monde qui n'existe plus. 2. Amplification du style du manager. 3. Rituel qui peut tourner à vide. 4. Risque de non-autonomisation, risque d'infantilisation. 5. Coût cognitif élevé. Je me suis trompé dans mes notations, mais c'est pas grave. 7, espace qui n'est pas naturellement investi par tout le monde de la même manière. 8, frein potentiel à la dynamique collective. Et 9, non-universalité culturelle. Celui que j'ai oublié, c'est le format qui peut renforcer la verticalité. C'est pour ça que j'étais pas à 9. Donc, on a quand même des critiques qui sont très pertinentes. Donc c'est un format qui est exigeant, qui est fragile, et puis qui est quand même très dépendant des compétences humaines du manager ou du leader. Et en fait, je me rends compte que du coup, ce one-on-one n'est pas tant un outil de management qu'un outil de leadership. Et donc, c'est peut-être moins facile à manipuler, par exemple, qu'un entretien de pose d'objectifs. Bon, alors, maintenant on a dit ça, comment est-ce qu'on peut repenser le one-on-one aujourd'hui ? Pour moi, la question, c'est comment est-ce qu'on va l'adapter au monde dans lequel on manage aujourd'hui. C'est pas tellement le fait de savoir s'il en faut un ou pas. Quoique, vous pourriez poser la question. Donc, 5 questions de recalibration pour vous pouvez vous poser. Est-ce que mon équipe a un espace ritualisé pour exprimer ce qu'elle ne dit pas ailleurs ? Est-ce qu'il y a un moment dans lequel mes collaborateurs, en groupe ou individuellement, peuvent exprimer ce qu'ils ont sur le cœur ? Deuxième question, est-ce que mes one-on-one, ils nourrissent plutôt l'autonomie ou plutôt est-ce qu'ils réduisent l'autonomie ? Qu'est-ce que je fais ? Quelles sont les questions qui sont posées et par qui ? Troisième question, la fréquence, est-ce qu'elle est vraiment adaptée à la taille de mon équipe ? Quatrième question, est-ce que j'ai la discipline émotionnelle nécessaire pour en faire quelque chose d'utile tout le temps ? Et enfin, dernière question, est-ce que le one-on-one est un canal relationnel ou juste un outil de management ? La valeur du one-on-one, elle ne vient pas du format ou de l'origine, mais vraiment de l'intention. Une conversation vraie, régulière, responsable. Une conversation vraie, ça c'est vraiment le fondamental. C'est vraiment ce qui est important. Donc, pour renouveler le one-on-one, moi, je vous conseille les choses suivantes. 1, je pense qu'il faut alléger potentiellement. Donc, peut-être qu'on réduit le format. On passe à 20 minutes plutôt que 30 minutes. Est-ce qu'on a juste la fréquence hebdomadaire pour certaines personnes, certains postes, bimensuels pour d'autres profils, en particulier les profils autonomes. Alors oui, avec une inéquité de traitement potentielle, mais aussi une marque d'autonomie. Ah ben tiens, Joseph, il fait son one-on-one toutes les 3 semaines parce qu'il est plus autonome que moi, donc je peux arriver à ça si j'en ai besoin. Et puis, utiliser peut-être un canevas très minimal.
3 questions. Qu'est-ce qui a compté pour toi cette semaine ? De quoi tu as besoin en ce qui me concerne ? Où est-ce que tu as besoin de mon soutien ? Et puis, qu'est-ce que je devrais savoir que je n'ai pas vu ? Et puis, on fait une espèce d'échange bref, 20 minutes, à partir de ces 3 questions-là. Pourquoi pas ? Repenser le one-on-one, c'est aussi peut-être en retirer absolument tous les sujets opérationnels. Le one-on-one, ça sert au lien et pas aux tickets d'incidents qui viennent par les clients. Peut-être introduire une réciprocité dans le one-on-one. Donc, par exemple, qu'est-ce que moi je peux faire différemment ? Avoir une question pour aller dans l'autre sens, pour vraiment établir cette vraie conversation qu'on appelle de nos voeux. Et puis, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, on se repose la question. Le one-on-one, comment il marche ? Il marche pas. On introduit une boucle d'apprentissage. Est-ce qu'on adapte le format ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on l'allonge ? Est-ce qu'on le raccourcit ? Etc. Pour que vraiment, ça soit une pratique qui soit adaptative. Et puis enfin, peut-être contextualiser vis-à-vis de certaines choses. Peut-être que pour les personnes de la génération Z, peut-être plus court, plus direct, plus fréquent. Peut-être différent. Peut-être que c'est un espèce de café formel ou une espèce de quelque chose à réfléchir là autour. Pour tout ce qui est métier peut-être créatif ou de haute technologie, peut-être moins de structure, plus d'écoute. Dans les organisations plates, on peut changer le nom, plutôt que de se dire que c'est un one-on-one qui est peut-être trop formel, qui fait peut-être peur, on peut parler de check-in, parce que dans ce cas-là, ça donne aux 2 personnes de faire un check-in, ou un alignement, ou une conversation, pour essayer vraiment de faire prendre conscience qu'on essaye de travailler la relation, pas le lien hiérarchique. Et puis alors évidemment, dans un contexte hybride, alors caméra obligatoire, parce que tout l'intérêt du one-on-one, c'est de voir les gens, c'est de les apprécier au sens premier du terme, pas de les évaluer, mais de voir où est-ce qu'ils en sont. C'est ça l'objectif du one-on-one, et d'ailleurs pareil pour le collaborateur vis-à-vis du manager ou de la manager. Le principe général de repenser, de recalibrer le one-on-one, c'est moins de règles et plus d'intention. Pas plus de règles et moins d'intention. Donc le bon one-on-one, c'est vraiment celui qui sert avec la bonne intention la relation. C'est pas celui qui respecte un standard. Voilà, c'est un épisode dense dans lequel j'ai essayé de critiquer un outil qui est pour moi important, mais qui m'a fait réfléchir à un certain nombre de choses, et d'ailleurs que je proposerai l'année prochaine dans les formations ou les ateliers qu'on va donner à ce sujet-là, pour essayer de faire réfléchir les gens à leur pratique, et pour qu'ils puissent finalement trouver une pratique du one-on-one qui leur convienne bien. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.